Donc bienvenue à cette réunion sur un thème qui est un thème d'actualité, qui est un thème brûlant parce qu'on se pose beaucoup de questions au sujet de l'extrême droite. Et nous, on va essayer de savoir quelle réponse on peut apporter face à l'extrême droite. Alors pour vous faire rapidement le topo de la soirée, ce sera en deux parties. Alors pour tout vous dire, on aurait voulu faire deux tables rondes, mais on n'a pas trouvé de table ronde, donc ce sera une table longue là pour le coup. Qui feront à peu près 1 heure chacune, avec 40-45 minutes autour de la table, avec des intervenants prestigieux, et puis un quart d'heure, 20 minutes de questions avec la salle, donc vous voyez déjà on déborde un petit peu. Et ensuite, on va essayer d'avoir un petit temps convivial d'échange si on a le temps. Alors cette soirée, elle est co-organisée d'une part par le comité local du Nouveau Front Populaire, et alors, je vous en dirai un mot tout à l'heure, et puis d'autre part par l'intersyndicale universitaire Espoir, et là c'est mon camarade Bertrand Berge, qui est universitaire, qui va vous en dire quelques mots. À vous, Bertrand. Donc, alors, je suis soit universitaire et syndicaliste, soit syndicaliste et universitaire. Vous connaissez tous le NFP, Espoir c'est un peu moins connu. Ça rassemble des personnels de l'université de Lorraine autour d'une intersyndicale CGT, FSU et SUD. Et bon, donc en quelque sorte, en fait, on vous accueille ce soir là, sur le campus Maître et Sciences Humaines. Et donc, on est pertinent probablement également pour dire quelque chose face à l'extrême droite, parce que malheureusement, comme tous les milieux de la société, l'enseignement supérieur et la recherche ont également à faire face à une avance insidieuse en présence de l'extrême droite de plus en plus fréquente. Et j'ai tendance à dire que ça a été probablement énormément aggravé par les gouvernements successifs de la Macronie. Vous vous souvenez certainement des épisodes Blanquer sur le wokisme et l'islamo-gauchisme qui gangrènent les universités. Ça a été évidemment applaudi par l'extrême droite, et d'ailleurs à cette occasion, l'extrême droite avait publié des coordonnées de l'universitaire qui avait signé une tribune pour s'opposer à cette intervention du ministre. Vous avez peut-être entendu parler d'une loi qui s'appelait cyniquement Bienvenue en France et qui est d'inspiration discriminatoire et raciste. Ça consiste à faire augmenter les frais d'inscription de manière absolument considérable pour les étudiants dits extra-communautaires, donc hors Union européenne. Mais par exemple, les Norvégiens ou les Suisses ne sont pas augmentés alors que les étudiants venant de, je ne sais pas au hasard, d'Algérie, du Sénégal, de Syrie, voient leurs frais multipliés par 15, donc ça permet d'éviter des flux. Bon, il y a tout un tas de lois insidieuses qui nous touchent également. Et bon, juste pour terminer rapidement, parce que vous n'êtes pas venu pour moi, le dernier des gouvernements Macron à l'heure actuelle, le gouvernement Barnier, donc un humaniste Barnier, qui a choisi un ministre de l'Intérieur très humaniste également. Alors vous connaissez peut-être un peu moins, mais le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche est également très humaniste, il s'appelle Patrick Hetzel, c'est un universitaire d'ailleurs. Et pour situer un peu le personnage, il s'est engagé contre le mariage pour tous, et il a voté contre la PMA pour toutes, pour les femmes en couple et les femmes isolées. Il a voté contre la constitutionnalisation du droit à l'avortement. Et son premier acte de ministre a été d'aller s'exprimer à la tribune d'un congrès de l'UNI. Alors l'UNI, c'est un syndicat d'étudiants, essentiellement d'étudiants, pas uniquement, d'étudiants d'extrême droite qui frisent un peu avec le Reconquête et Zemmour. On n'en a pas dans la salle, je crois. Ou de la cocarde. Enfin, voilà, donc c'est juste pour vous dire qu'on est également, comme les autres secteurs, confrontés à ces problèmes de montée de l'extrême droite, et on est ouvert à vos réponses sur comment réagir. Merci. Alors, bonsoir, je vais vous dire quelques mots en ce qui me concerne du comité local du NFP. Déjà, merci d'être venu aussi nombreux. Hein. On voit que l'amphi est quasiment plein, il y a des noms en haut, il y a de la place encore en bas. Si vous voulez rester, il n'y a pas de souci. En tout cas, ça fait vraiment du bien de vous voir aussi nombreux. Déjà, ça fait chaud au cœur, mais en plus, c'est important politiquement. Parce que dans la situation dans laquelle on est, c'est important d'être nombreux et déterminés, parce qu'en face, on a une extrême droite qui est menaçante, qui est violente. Je vous demande juste de faire un petit effort de mémoire. Il suffit de revenir quelques mois en arrière au soir des législatives de juin dernier. Donc non seulement l'extrême droite était menaçante dans les urnes, mais elle était également dans les rues, et ici particulièrement dans les rues de Nancy, où on avait 60 fachos
qui était masqué, qui déambulait dans les rues et qui semait la peur dans les rues de Nancy, c'est-à-dire c'était du jamais vu. En tout cas, moi je suis à Nancy depuis quelques décennies et ça, je ne l'avais jamais vu. Et quand on a ça, quand on a une extrême droite menaçante et violente, en face, il est vraiment très important, il est même vital quand on est de gauche, d'avoir une force qui soit assez puissante pour faire face à ça. Et donc nous, on a travaillé à réunir des gens, parce que si on veut être puissant, il faut être nombreux, et si on veut être nombreux, il faut être unis. Et au sein du comité local du NFP, on a travaillé à ça pendant des mois. Et 5 mois après, il est un fait, c'est que entre les fachos qui sont menaçants, qui sont dehors, et nous, il y a des camarades, il y a des dizaines de camarades qui se sont mobilisés ce soir, qui font partie du service d'ordre et qui nous protègent, qui nous défendent et qui nous permettent de nous réunir simplement, pacifiquement et de pouvoir discuter pacifiquement. Parce que la violence, elle est de l'autre côté, elle est du côté de l'extrême droite. Donc moi, je voudrais remercier et saluer ces camarades du SO qui sont dehors, il fait froid, il fait froid. Unitaire concrète qui a réuni des camarades de LFI, des camarades du MPA, des antifascistes nancéens et des gens, des camarades de la Jeune Garde qui sont venus de toute la France. Alors ça, c'est le préalable, parce que sans ça, on ne peut rien faire, on ne peut pas discuter, on ne peut pas se réunir, on peut absolument rien faire. Mais après ça, il faut quand même travailler à une autre forme d'unité qui est l'unité politique. Et l'unité politique, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, et d'ailleurs ça a marché aux législatives, puisque le NFP, qui avait mis en œuvre cette unité politique dans les urnes, a battu l'extrême droite dans les urnes. Donc ça fonctionne, seulement cette unité politique, elle ne peut pas être laissée simplement aux partis politiques et à leurs appareils, parce qu'on se rend compte aujourd'hui que si on la laisse aux partis politiques et à leurs appareils, elle est fragile, elle est fluctuante, parce qu'elle va fluctuer en fonction des intérêts du moment des appareils politiques. Donc nous, ce qu'on a imaginé avec le comité local du NFP, c'est de dépasser les appareils des partis politiques, de les dépasser par la base avec une union populaire programmatique, donc quelque chose qui est beaucoup plus large, qui est beaucoup plus profond et donc qui est beaucoup plus stable et beaucoup plus solide. Donc c'est ça qu'on a imaginé, donc dépasser le NFP qui est une coalition de partis par une véritable union populaire à la base avec deux axes fondamentaux, deux principes fondamentaux. Le premier, c'est la lutte contre l'extrême droite, c'est ce qui nous amène ici. D'ailleurs, c'est la première réunion que nous organisons, donc c'est sur ce premier principe de lutte contre l'extrême droite. Et le deuxième, c'est un programme de rupture avec le néolibéralisme. Et ces deux thèmes, ces deux principes sont indissociables. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. On ne peut pas lutter contre le néolibéralisme si on ne lutte pas contre l'extrême droite, parce que l'extrême droite, elle est fondamentalement néolibérale et on le voit chaque jour à l'Assemblée nationale où elle vote avec les macronistes. Et on ne peut pas non plus lutter contre l'extrême droite si on ne lutte pas contre le néolibéralisme et son ordre, qui est un ordre fondamentalement inégalitaire, fondamentalement violent, fondamentalement impérialiste, raciste. Regardez ce qui se passe à Gaza et le traitement de ce qui se passe à Gaza, qui est fondamentalement sexiste et qui est écocidaire. Si on ne rompt pas avec cet ordre-là, on ne peut pas combattre l'extrême droite, parce que l'extrême droite, c'est le produit final, en réalité, de cet ordre-là. C'est le fer de lance de l'ordre néolibéral. Et là où la gauche a laissé tomber le programme de rupture, là où elle a abdiqué, c'est un boulevard qui s'est ouvert devant l'extrême droite. On l'a vu la semaine dernière avec Trump aux États-Unis, on l'a vu avec Milley en Argentine, on l'a vu avec Meloni en Italie. Alors ici à Nancy, nous ce qu'on veut, c'est une gauche de rupture. Et cette gauche de rupture, elle est vivante, elle est agissante. Et vous pouvez la voir, vous pouvez l'entendre, ce soir, et vous pouvez même la rejoindre et agir avec cette gauche-là. Vous avez une table au fond de la salle qui sera tenue par des camarades du comité local du NFP qui sont prêts à vous recevoir
si vous voulez rejoindre le comité local du NFP, parce qu'il faut qu'on soit nombreux pour lutter contre l'extrême droite et pour reprendre tout le terrain qui a été laissé à l'extrême droite, parce que Nancy n'est pas fasciste, Nancy est antifasciste. Siamo tutti antifascisti. Alors après ce discours un peu long, on va laisser la place aux intervenants qui sont venus pour ça. Et celui qui va commencer, c'est la puissance invitante, c'est l'universitaire, c'est Maxime Amblard, qui va nous parler des libertés académiques, et j'espère qu'il va nous permettre de répondre à cette question, c'est pourquoi donc l'extrême droite met tant d'acharnement à combattre l'université, la recherche, la connaissance. À toi la parole, Maxime. Merci. Merci beaucoup. Je vais essayer de répondre à cette question un peu difficile. Moi, je suis Maxime Amblard, je suis professeur des universités en informatique. Donc, je suis Maxime Amblard. Je suis professeur des universités à l'Université de Rennes et je ne suis pas le Maxime Amblard qui a été élu pour le Rassemblement national. Bon, je vous propose d'écouter la syntaxe pendant mon intervention. Donc je vous invite à ne pas me téléphoner pour vous complaindre de Maxime Amblard. Ce sont des numéros qui sont faciles à trouver, mais n'hésitez pas à m'appeler si vous voulez parler de lutte contre le Front National et le Rassemblement National. Donc je vous représente Espoir, on est très heureux, Espoir, que cette manifestation se tienne. Je suis très heureux de voir aussi nombreuses et nombreux dans cette salle. Ça fait chaud au cœur. C'est une bonne occasion pour nous d'expliquer ce qu'est le travail universitaire et quels sont les enjeux derrière, du point de vue politique et du point de vue social, derrière le travail des universitaires, en particulier autour de la question des libertés académiques. Donc mon intervention va beaucoup tourner autour de ce terme, mais comme je suis un bon universitaire, je vais commencer par définir le terme. En fait, les libertés académiques, c'est un droit qui est mis en place dans le Code de l'éducation, qui donne la licence aux enseignants-chercheurs, aux enseignants et aux chercheurs d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leur fonction d'enseignement et leur activité de recherche. Ce que cela signifie, c'est que c'est à l'État d'organiser la liberté de pensée des universitaires au service de la société. Et c'est exactement dans ce lien entre recherche en train de se faire et obligation statutaire de l'État de laisser la pensée se développer, se transmettre, que des enjeux se font vraiment particulièrement jour et qui expliquent la volonté la volonté des gouvernements, et en particulier des gouvernements reprenant les idées de l'extrême droite au niveau national et au niveau international, d'attaquer les libertés académiques. Il y a un ouvrage en presse universitaire de France d'Olivier Beau qui dit un élément qui me paraît vraiment important, c'est que la liberté académique, c'est la condition d'exercice du métier d'universitaire, et ça s'entend comme la liberté de penser et d'enseigner sous l'égide de l'État, mais en toute indépendance. Et c'est ça le vrai enjeu, c'est comment est-ce qu'on peut librement penser et transmettre des nouvelles idées. L'exercice de produire des nouveaux savoirs et de transmettre des nouveaux savoirs est un exercice qui est d'une immense complexité. Et en fait, ça fait partie du problème sur lequel je reviendrai un peu plus tard, qui est que dans une société des faits alternatifs où les faits sont remis à leur plus simple appareil et où il devient égal de défendre des théories, y compris dans les sciences humaines et sociales, extrêmement élaborées et d'essayer d'argumenter sur la platitude de la Terre, le signe égal qui est mis entre les deux. Essayer d'expliquer que non, la Terre n'est pas plate, et essayer d'expliquer la complexité des rapports sociaux qui se mettent en place entre les individus, ça perd, au sens où ça demande beaucoup plus de temps pour construire des arguments. En fait, l'université, c'est vraiment le lieu d'exercice d'une élaboration conceptuelle libre qui a pour but de déconstruire les amalgames
et qui construit positivement la vie démocratique à l'intérieur du pays. Et c'est vraiment la mission qui nous a été donnée, notamment par un acteur politique majeur qui a précédé la Seconde Guerre mondiale, qui est Jean Zay. Et Jean Zay a redéfini les missions du CNRS en disant ça, que les chercheurs et les chercheuses avaient comme mission d'éclairer la société sur son fonctionnement, et que l'ambition de ce métier était, enfin, de cet éclairage de la société, était de l'empêcher de tomber dans les dérives, en particulier les dérives fascistes et nazies, qui malheureusement, pour Jean Zay, lui ont coûté la vie. Il me semble aussi important de préciser dans mon discours que quand on parle de liberté académique, il ne faut pas seulement l'entendre comme la stricte liberté académique défendue par les enseignants-chercheurs et les chercheurs, mais par l'ambition d'une communauté formée par des individus qui a des droits politiques. Et en disant ça, cela signifie que tous les acteurs de l'université, y compris les étudiantes et les étudiants, doivent aussi se poser la question de leur rôle vis-à-vis de cette ambition autour des libertés académiques. Donc, si on accepte cette idée, ça veut dire que poser les libertés académiques, c'est poser une question qui entre directement dans le champ politique. Donc, lorsqu'on fait face à des attaques de la part du champ politique, quand je dis on fait face à des attaques, c'est les libertés académiques et les universitaires, on fait face à des attaques de la part du champ politique, c'est qu'il y a véritablement un enjeu parce que le travail qui est proposé peut changer le monde, est en train de porter une transformation du monde. En général, quand on dit ça, on nous accuse de ne pas être à notre place parce qu'il y aurait une nécessité d'embrasser une forme de neutralité axiologique où on devrait, pour qualifier nos arguments, on devrait avoir une objectivité la plus totale sur la manière dont on construit nos arguments. C'est intéressant de voir qu'il y a quand même beaucoup de travail, en particulier dans les sciences humaines et sociales, qui tendent à montrer que non, justement, lorsqu'on embrasse complètement un point de vue, lorsqu'on dit d'où on part et comment on pense, on construit une argumentation qui est encore plus recevable que cette fausse injonction à la neutralité. En général, la science gagne à être élaborée d'un point de vue particulier et assumer ce point de vue. Alors, quand on parle de liberté académique, si on regarde ce qui s'est passé dans les dernières années au niveau international, on voit qu'elles sont directement attaquées par les gouvernements d'extrême droite. Il y a deux manières de voir deux niveaux auxquels les attaques sont portées. Elles sont soit portées directement sur les chercheurs, et on a le cas de Pinar Salek en Turquie, on a le cas de Farida Abdelka en Iran, et on a le cas extrêmement récent d'un jeune doctorant de l'université d'Aix-Marseille, de l'Aix-Marseille Université, qui a été arrêté en Tunisie pour la réalisation de son terrain, donc vraiment c'est des recherches en train d'être portées. Donc la recherche critique de l'organisation du monde est considérée comme un ennemi des gouvernements. L'autre manière d'attaquer le système universitaire, c'est de l'attaquer sur son fonctionnement. La stratégie, elle est ultra simple et ultra connue. Il suffit de faire une asphyxie budgétaire. Il suffit d'enlever les budgets, il suffit pour ça de proposer une privatisation dans la construction des budgets. Et puis, il suffit d'avoir un peu de temps. Une asphyxie d'un système universitaire, ça prend une décennie. C'est ce qu'on voit en Hongrie, c'est ce qu'on voit en Pologne, c'est ce qu'on voit aux États-Unis. C'est ce qu'on voit aux États-Unis. Et les méthodes pour y arriver sont systématiquement les mêmes. Bertrand l'a dit, ça commence par priver l'entrée à l'université aux étudiants étrangers. Ça continue par nommer des proches du pouvoir en fonction de direction, et ça finit par la fermeture des universités. Alors en France, Bertrand a dit un mot, mais on vit depuis plus d'une décennie, donc depuis 2 décennies, un moment tragique pour la relation entre l'université et le champ politique, qui a commencé avec le discours de Sarkozy. Le discours de Sarkozy autour de la loi LRU en 2007,
où il a prétendu que les chercheurs venaient dans les bureaux pour y trouver du chauffage et de la lumière, qui était vraiment une manière de les discréditer sur leur fonction et sur leur valeur et leur fonction dans la société. Ça a continué en 2007 avec le Premier ministre, Manuel Valls, qui a accusé, qui dit qu'il en avait marre que la sociologie développe une culture de l'excuse. Et ça s'est poursuivi au moins en 2021 avec notre ministre de l'époque, Mme Frédérique Vidal, qui a menacé de lancer une enquête contre le fait que les universités françaises étaient gangrénées par l'islamo-gauchisme. Ce qu'il faut comprendre avec l'islamo-gauchisme, c'est que ce qu'il y a derrière ce terme, c'est l'idée, c'est la réfutation de l'idée de la possibilité d'une critique de l'organisation de la société. Je ne sais pas très bien définir ce qu'est l'islamo-gauchisme, en tout cas, ça me demandera plus que la minute qui me reste pour finir, mais ce qu'il y a derrière, dans les gens qui attaquent l'islamo-gauchisme, ce qu'il y a derrière cette idée, c'est simplement le fait qu'il dénie la possibilité de critiquer l'ordre académique. Et donc, on l'a dit, nous avons un nouveau ministre dont les premiers actes ont été de faire des ouvertures sur le camp des idées de la droite extrême et de l'extrême droite, et il a été porteur, il y a encore quelques mois, d'une demande parlementaire d'ouverture d'une enquête contre les dérives islamo-gauchistes dans l'enseignement supérieur. Il y a véritablement une tension qui s'est mise en place entre le champ politique et les universitaires, les universités dans les 2 dernières décennies, au point que les universitaires ont décidé certains universitaires, plutôt du camp progressiste de la gauche, ont décidé de s'organiser en association, l'association ALIA, dans le couloir, vous verrez, je vous ai mis la charte ALIA à disposition, qui essaye de définir ce qu'est la liberté académique. L'enjeu, alors c'est à la fois c'est plutôt la seule arme qui nous reste, et il faut vraiment prendre ça comme une dernière marche. Nous, universitaires, nous en sommes réduits à devoir définir explicitement ce qu'est la fonction de notre métier dans la société, sachant qu'en posant cette définition, nous restreignons le champ de la liberté académique. Donc nous faisons le deuil d'une vraie liberté académique pleine et entière pour sauver ce qui est encore sauvable. En disant ça, je dis que la question de liberté académique est vraiment tombée dans le champ des politiques, et c'est pour ça qu'on était particulièrement heureux de mélanger cette question des libertés académiques avec des prises de parole de politique.